Bordeaux, carrefour de l'économie sociale et solidaire mondiale durant 3 jours. Bienvenue sur Mediatico, le média de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, une émission spéciale en direct du GSEF, le Global Social Economy Forum. C'est le forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Nous attendons ici 6000 participants du monde entier, 70 pays sont représentés et on regrette vivement le refus de visa du ministère de l'Intérieur pour plusieurs délégations africaines. Parce qu'évidemment, l'ESS, elle n'a pas de frontières et elle se construit sur tous les continents. C'est justement le thème de cette émission spécifique aujourd'hui, comment comprendre l'économie sociale et solidaire au travers de leur action sur les différents continents, en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe évidemment et plus largement dans le monde. Et on va en parler avec nos invités. Margie Mendel, bonjour. Vous êtes professeur, vous, à l'Université de Concordia à Montréal. Merci d'être avec nous. Avec plaisir, merci. Sambou Ndiaye, vous êtes juste à côté de Margie. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Saint-Louis au Sénégal. Bonjour. Raphaël Chavez-Avila, vous êtes professeur, vous, à l'Université de Valence en Espagne. Et vous êtes aussi président du conseil scientifique du Syriac espagnol. Et puis Timothée Duverger, vous êtes responsable de la chaire territoire de l'ESS de Sciences Po Bordeaux. Merci à tous les quatre d'être avec nous aujourd'hui. Et nous retrouverons tout à l'heure 2 autres acteurs, Aude Saldana qui est la secrétaire générale du GSEF et Nelly Fessot qui est directrice de l'agence Erasmus+, dont le siège est également à Bordeaux. Alors on va commencer tout de suite par un premier tour de table. On pourrait même dire, voilà Nelly Fessot qui nous rejoint tout de suite. Bonjour Nelly, merci d'être avec nous. On va commencer par un premier tour de table, j'ai envie de dire même par un premier tour du monde avec Timothée. On va commencer juste par vous pour avoir un cadrage général. Qu'est-ce qui rend cette édition du GSEF particulière et j'ai même envie de dire particulièrement symbolique? C'est que nous sommes au niveau mondial, à vrai dire, à un tournant. On est confronté au fond à 2 forces et à un grand combat qui est en train de se mener au fond entre les démocraties et les régimes autoritaires, entre les perspectives libérales et autoritaires d'un côté et les perspectives finalement de transition socio-écologique de l'autre. Donc on est dans ce contexte-là et qui se retrouve d'ailleurs d'un côté avec la reconnaissance internationale de l'ESS depuis le début des années 2020, on va dire, jusqu'à 2024, que ce soit d'ailleurs dans toutes les organisations internationales au niveau européen, l'Union africaine et sur tous les continents. Et puis de l'autre côté, évidemment, une recomposition des rapports mondiaux, des conflits, des guerres en fait qui ont éclaté, des tensions internationales très fortes, la crise écologique qui devient très aiguë, des tensions sociales aussi dans de nombreux pays. Donc on est dans ce moment de tournant et c'est le moment où on a effectivement le GSEF avec en réalité 9000 aujourd'hui inscrits. 9000, mais j'étais resté à 6000, c'était il y a 2 jours. Toutes les heures, là, il faut suivre. Et donc là, on est à 9000 actuellement inscrits, donc un souffle extraordinaire. C'est un record, on va le dire. Oui, parce qu'au départ, vous attendiez 4000 personnes, on peut maximum, le dire. Ouais, c'est maximum. Et donc, on a explosé tous les quotas. Donc on a explosé les records, mais ça, c'est le signe aussi de cette prise de conscience très forte et de cette volonté, je crois, de faire mouvement et de porter des causes ensemble. Merci Timothée pour cette vision globale, générale, à l'échelle du monde. Sambou Ndiaye, on va se pencher un instant sur l'Afrique parce qu'en Afrique, l'économie sociale et solidaire, elle est souvent vue et vécue comme une économie de proximité qui est ancrée dans les solidarités locales. Dites-nous quelle place occupe véritablement l'ESS dans le développement du continent africain. Alors en Afrique, il faut bien comprendre que l'ESS est une pratique ancienne. Ce n'est pas une économie de la marginalité, c'est l'économie réelle. On a l'impression qu'on a 2 économies, une économie officielle mais extravertie, qui n'arrive pas à donner des solutions, et une économie réelle, mais qui reste à être valorisée. Autrement dit, l'économie sociale et solidaire se positionne comme un facteur de résilience des ménages, comme un facteur d'inclusion sociale, comme un espace de fabrique d'innovation, mais à l'échelle territoriale. Vous avez parlé d'économie de proximité, ça veut dire que c'est l'ancrage socio-territorial de l'ESS qui a permis aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux ménages de pouvoir se prendre en charge. Donc on n'est pas dans une économie marginale, on est dans une économie réelle, portée par les acteurs sociaux, les organisations paysannes, de femmes, de jeunes et autres, mais qui n'est pas reconnue par l'économie officielle, qui est portée par l'État et par les bailleurs de fonds. Je rappelle que l'État a montré sa déficience depuis l'indépendance dans les années 70, dans les années 60. Ensuite, le secteur privé exploite les ressources naturelles, mais en ne respectant pas le bien commun, en ne respectant pas le droit des générations à pouvoir en discuter. Donc finalement, le marché n'est pas accessible, l'État ne parvient pas à répondre positivement
l'ESS est une économie de proximité portée par les gens d'en bas, ce que certains appellent même une revanche d'en bas, pour pouvoir endogéniser l'économie et proposer un nouveau mode de régulation basé sur la culture africaine. Donc l'ESS est une pratique ancienne, ça fait partie de l'ADN africain qui a été revisité par les événements dont je viens de parler. Merci pour cette précision. C'est important de le dire, de comprendre voilà, quelles sont la façon dont dans les autres pays, sur les autres continents, on apprécie cette économie sociale et solidaire. Raphaël Chavez, Chavez Avila. Pardon. En Europe, on a une longue tradition coopérative. Vue d'Espagne, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous voyez évoluer l'économie sociale et solidaire face aux défis de la transition écologique et sociale ? Bon, pardon. En Europe, oui, en effet, la tradition des coopératives, mais aussi des associations, des fondations, des mutuelles, est très longue et très historique depuis le 19e siècle, avec des mouvements très, très consolidés et qui, à des déterminants moments, ont développé des fonctions très importantes, comme maintenant, justement, dans les transitions sociales, écologiques et même du numérique. Et ça depuis le 18e, depuis 19e siècle 19e siècle, exactement. Dépendant des pays, parce qu'on a des différences, une forte hétérogénéité entre nous, mais les fonctions ont été très importantes. Je voudrais mettre en exergue des études qu'on a menées depuis le CIRIAC international les 15 dernières années, justement pour mesurer combien représente l'économie sociale et comment elle a évolué justement dans les 20 dernières années. Et alors, une des conclusions très importantes, c'est qu'elle représente une chiffre impressionnante. C'est plus de 11,5 millions d'emplois en Europe, le 6,4% de la population occupée. Les chiffres sont à peu près homogènes dans l'évolution des 12 dernières années à peu près, mais il y a des différences fortes entre les pays. Par exemple, un des pays où il y a une plus grande force, c'est en France, en Espagne par exemple, ou en Italie. Et récemment, justement... Donc les pays d'Europe du Sud, hein ? Oui, des pays, justement des pays d'Europe du Sud. Et dans les pays de l'Europe de l'Est, elles représentent beaucoup moins. Donc la valeur ajoutée qu'a l'économie sociale, justement, sa fonction transformatrice de répondre aux grands défis qu'il y a, aussi dans les pays de l'Est, a beaucoup à dire justement là-bas. Et comme on verra après, les politiques qui se sont en train de développer depuis les institutions européennes essayent justement de mettre en exergue cette fonction importante et de promouvoir via les gouvernements nationaux et régionaux cette fonction importante. Margie Mendel, on va se pencher aussi sur l'Amérique du Nord, parce que vous venez donc du Canada, vous l'avez dit tout à l'heure. L'Amérique du Nord, c'est le cœur du libéralisme, du capitalisme de marché. Comment est-ce que l'économie sociale et solidaire trouve sa place dans ce modèle nord-américain ? C'est difficile. Je commence comme ça. C'est tellement difficile. Et on parle d'un continent immense. Aux États-Unis, on est à la frontière des États-Unis. On sent l'effet de Trump presque 2-3 fois par jour, ces politiques. Tous les citoyennes subissent maintenant des attaques frontales. Des organisations de soutien, de bienveillance sont tous vues comme des organisations à abolir, à fermer. Mais venons au Canada pour un instant. Au Québec, l'économie sociale et solidaire est bien ancrée dans la société québécoise. On a une grande influence sur des autres régions à travers le Canada, mais on n'a pas vraiment une ESS canadienne. C'est très diversifié, c'est assez fragmenté. Au Québec, on a un réseau de réseaux qui s'appelle le chantier de l'économie sociale, qui représente bien sûr toutes les entreprises et les associations collectives, mais dans lequel les mouvements sociaux sont aussi membres. Et ça, c'est important parce qu'on collabore étroitement avec le mouvement syndical, avec le mouvement écologiste, avec le mouvement des femmes et plus avec des mouvements des jeunes.
Donc, on va au-delà des composantes qui sont des entreprises et des associations qui sont au cœur de l'économie sociale. Donc, au Québec, on a une visibilité et une reconnaissance politique. On a une loi cadre qui a été adoptée en 2013. C'était parmi les premiers lois cadres, qui est très important parce qu'on ne vit pas les politiques trumpistes, mais on a un gouvernement au Québec qui est assez conservateur, très populiste. Mais le fait qu'on ait une loi cadre sur l'économie sociale et solidaire oblige même ce gouvernement de nous reconnaître et de reconnaître le rôle de l'économie sociale et solidaire dans le bien-être québécois et dans l'économie, que c'est un acteur économique, on n'est pas marginal. On contribue à la création de la richesse. Et c'est ce que revendique l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et on verra tout à l'heure, Margie Mendel, comment vous pouvez faire école aussi sur d'autres continents. Mais je vais revenir vers Timothée pour l'instant. Quelles sont les grandes tendances, Timothée, à l'échelle mondiale qui se dégagent dans le monde de l'ESS? Comment est-ce que ça se structure et est-ce qu'il y a des grandes familles, des comportements, des réactions qui sont plus attachés à certains continents ou à certains pays? En fait, l'économie sociale et solidaire, elle prend des formes extrêmement différentes en fonction évidemment de ses réalités locales. On vient de l'entendre un petit peu déjà. Oui. Voilà, on le repère immédiatement et elle se reconfigure assez diversement. On voit bien comment sur le continent nord-américain, ça devient un espace de résistance. Une note notamment que là on vient de publier avec le GICEF qui montre par exemple qu'il y a des stratégies de municipalité aux États-Unis qui s'inscrivent en faux avec la politique de Trump et qui essayent de développer justement l'économie sociale et solidaire. On voit que en Afrique, le sujet, c'est comment on lutte finalement contre une économie importée, extractiviste, avec un développement endogène qui repose au fond sur les forces mêmes de ce continent, en lien avec sa tradition par ailleurs historique. C'est-à-dire effectivement, est-ce qu'on peut finalement se développer sans passer par le capitalisme, et notamment par des communs, par justement des pratiques en consolidant des pratiques qui sont déjà existantes. On voit comment en Europe, il y a un sujet, et aujourd'hui sur les nouvelles orientations de l'Europe, entre effectivement d'un côté un référentiel de compétitivité, de défense, et de l'autre effectivement des acteurs qui défendent l'idée qu'il faut d'abord de la justice sociale pour consolider nos démocraties européennes et ne pas simplement singer finalement les régimes autoritaires. En Asie, on voit que alors que la Corée du Sud par exemple avait subi un quasi coup d'État il y a quelques mois auquel elle a résisté, eh bien aujourd'hui ils mettent l'ESS au cœur de leur politique publique. Donc c'est ça en fait je pense qu'on peut retirer au fond, c'est que encore une fois c'est cette matérialisation des différents contextes, mais à chaque fois avec cette idée de comment l'économie sociale et solidaire au fond peut protéger, peut faire tenir la société, l'amener à s'émanciper, amener ses membres finalement à tout simplement exister dans des conditions acceptables de vie, soutenables pour la planète. C'est ça en fait l'économie sociale et solidaire, et après évidemment en fonction de ces contextes elle prend des formes extrêmement diversifiées. Merci Timothée Duverger pour cette précision, notamment sur l'ESS en Asie, parce qu'on n'a pas réussi à faire représenter l'Asie sur ce plateau aujourd'hui. Donc merci pour ce petit mot à leur attention. Sambou Ndiaye, vous nous avez parlé de l'économie sociale et solidaire en Afrique. Vous dites qu'elle est intrinsèquement liée à la fois à la façon d'être et à l'économie locale, informelle. Quel levier est-ce que vous verriez pour renforcer la reconnaissance de l'ESS et peut-être l'officialiser à l'échelle africaine? Alors, l'un des premiers leviers, Timothée l'a dit, il y a la stratégie de l'Union africaine décennale. Mais cette stratégie n'est pas encore suffisamment appropriée et opérationnalisée par les États. C'est le cadre stratégique. Le deuxième levier très important, c'est plus de financement et d'équité. Notre collègue espagnol nous parle de chiffres, mais le cadre réglementaire, institutionnel, financier, fiscal est basé sur les indicateurs de l'économie marchande. Et donc, il y a une violence symbolique, une sociologie des absences qui fait que la spécificité, les caractères différentiels de l'économie sociale et solidaire ne sont pas reconnus. Au Sénégal, aujourd'hui, on se bat pour avoir une chaire ESS qui va justement adresser cela. L'autre levier extrêmement important, c'est véritablement de renforcer l'économie productive des territoires. Je vous signale que dans les territoires ruraux que je visite, la simple mise en place d'une unité de conditionnement des produits, de transformation, de conditionnement, de transformation,
unité solarisée peut complètement permettre aux producteurs et aux productrices d'avoir un juste prix. Donc ça veut dire que l'unité productive au niveau des territoires est absente. Et enfin, c'est véritablement, comme l'ESS a un ancrage territorial, renforcer la maîtrise d'ouvrage territorial de l'ESS. Autrement dit, on travaille actuellement au Sénégal pour donner des compétences ESS aux collectivités territoriales. On travaille sur une planification ESS. On travaille à ce que l'État donne plus d'argent. Par exemple, le budget du Sénégal, c'est moins de 0,1% versé à l'ESS, malgré sa contribution. 70% de l'emploi, 57% du PIB, c'est l'économie sociale et solidaire, mais ce n'est pas reconnu. Donc on demande une justice redistributive, une justice procédurale, une justice épistémique en faveur de l'ESS. Heureusement, les autorités africaines sont en train de comprendre cela. Dans beaucoup de pays africains, on a des lois ESS, on a des stratégies ESS, mais il y a un défi qui se pose, c'est le cadre paradigmatique africain, basé sur les traditions africaines, refuser l'extranéité de l'ESS. L'ESS n'est pas une pratique universelle. Rien que le Canada, Margie vient de vous dire qu'il y a une diversité d'ESS. Donc on ne peut pas également accepter que nos États nous transfèrent une vision extravertie de l'ESS en ignorant les pratiques endogènes qui ont permis aux peuples africains de se prendre en charge jusqu'à présent. Alors vous nous dites que les pays africains sont en train de comprendre et de reconnaître progressivement l'économie sociale et solidaire. En même temps, quand on dit les pays africains, il y en a plus d'une cinquantaine. Donc il y a peut-être de grandes différences au sein même du continent africain. Mais sur la compréhension de ce que c'est que l'ESS africaine, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous aimeriez, vous, que les Européens ou les Nord-Américains comprennent mieux de la réalité africaine de l'ESS. La première chose que nos amis occidentaux doivent comprendre, c'est que l'ESS fait partie de l'ADN de l'Afrique. On ne peut pas, nous avons lutté plusieurs années pour refuser l'universalisme, c'est-à-dire prendre un modèle universel qu'on applique. Nous, en Afrique, c'est ça l'enjeu. Nous voulons que les Occidentaux acceptent les caractères différentiels de l'ESS africaine proche de l'économie populaire, complètement différente. Nous voulons également que lorsque nous collaborons avec les Occidentaux, qu'on accepte que l'ESS, c'est l'économie réelle. Comme je vous ai dit, il y a une économie officielle qui est là, mais qui donne moins de 7% de l'emploi, moins de 7% de la protection sociale, alors que c'est l'ESS qui est le principal facteur d'inclusion. Il faut donc venir accompagner, renforcer ces dynamiques endogènes portées par des Africains, des jeunes, des femmes, des paysans, et les reconnaître dans leur caractère différentiel en leur permettant de prendre la place. Par exemple, aujourd'hui, dans ce forum international, tout le monde l'a dit, nous avons été très surpris le fait que la participation africaine soit un petit moré. Vous vous rappelez, nous quittons Dakar 2023, où ça a lancé un gros mouvement d'ESS. Partout en Afrique, maintenant, il y a des ministères ESS. ESS artisanat et autres, ESS microfinance. Donc nous pensons que la participation du mouvement ESS africain dans les forums internationaux devrait être davantage renforcée à travers le principe d'accommodement raisonnable. Et merci d'être là avec nous aujourd'hui, Sambou Ndiaye. Merci beaucoup pour ça. Mardu Mendel, je vous disais tout à l'heure, on va parler un petit peu de comment on fait école. Et moi, je me souviens que le premier supermarché coopératif, quand il a ouvert à Paris, les Parisiens ont dit « mais en fait, c'est une idée qui vient du Québec ». Voilà, donc alors c'est intéressant d'examiner ce point-là. On parle souvent du Québec comme d'un laboratoire de l'économie sociale. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles innovations qui sont à l'œuvre au Québec pourraient inspirer d'autres continents ? Mais beaucoup qu'on fait au Québec étaient inspirés par des expériences, des initiatives qui se passent ailleurs. C'est même le propre de l'ESS de s'inspirer perpétuellement de ce qui se passe ailleurs. On a deux débuts. Un échange, un dialogue avec nos amis, nos collègues dans plusieurs pays, en particulier, je pense, en Amérique latine. Les cuisines collectives qu'on a adaptées. Hein? C'est toujours pas une adoption, c'est une adaptation. On a adapté les cuisines collectives chez nous. Les entreprises d'insertion viennent de vous autres. Vos entreprises d'insertion nous ont inspirés. On a maintenant un très grand réseau dans tous les secteurs d'activité, et j'en passe. Alors, et vice-versa, ce que nous faisons maintenant est école pour les autres.
Et je pense ce qui est très important pour nos amis ailleurs, c'est le réseautage qu'on a au Québec, qui est, je pense, dans plusieurs cas, est assez exceptionnel, que c'est très transversal, que ça va au-delà des secteurs d'activité. Et l'économie sociale et solidaire est présente dans tous les secteurs d'activité, y compris le numérique. Alors, c'est pas, il y avait le préjugé, même quand le chantier de l'économie sociale a été créé par un gouvernement qui était très sympathique à nos objectifs. Ils pensaient que c'était une économie de services, une économie de services sociaux. Mais tout de suite, on a réalisé que on doit embarquer dans une création d'un mouvement qui est inclusif, qui est économique, qui est social, et je pense que ça c'est des choses, ça c'est l'expérience qui est très impressionnant pour l'ESS dans des autres régions à travers le monde. Le réseautage, la visibilité, la reconnaissance par les gouvernements. N'importe quel gouvernement est en pouvoir. Ça, c'est très important. Alors, je voudrais que vous nous parliez aussi de l'Amérique du Sud et de l'Asie. Parce que, voilà, vous représentez l'Amérique du Nord, mais pas seulement. Le continent américain, vous le connaissez bien. Et en Amérique du Sud, en Asie, il y a aussi des approches communautaires très fortes. Qu'est-ce que vous retenez de leurs expériences en matière d'économie sociale et solidaire ? Mais je viens de vous donner seulement un exemple, c'est les cuisines collectives, mais je rebondis à ce que Sambou vient de vous dire. En Amérique latine, l'économie populaire existe depuis toujours. On a un texte dans le livre que Timothée et ses collègues Fondation Jean Jaurès viennent de sortir qui mettent l'accent sur le fait que ESS n'est pas nouveau. Hein. C'est enraciné. Les peuples autochtones qui le pratiquent depuis des centaines des années. Donc, il y a une grande diversité quand on parle d'un continent Amérique latine. Si on revient par exemple à Argentine, où il y a un gouvernement extrême droite, l'économie populaire et l'économie sociale, et des fois ça s'appelle l'économie populaire et solidaire, est très active en Argentine, malgré le fait que M. Milei vient d'avoir été réélu oui. il y a quelques jours. Ce week-end. À Brésil, il y a les banques communautaires de développement qui sont très, très présentes dans la plupart des régions à travers le Brésil. Donc, c'est cette grande diversité qu'on observe et comme je viens de vous dire, il y a un apprentissage collectif, il y a toujours un dialogue, un échange. Il y avait comme Paul Singer et Lula dans son premier mandat à Brésil, on avait un échange étroit et même un accord Brésil-Québec. Et l'objectif principal, c'était un apprentissage. On apprend d'eux et ils apprennent de nous. Vous m'avez posé la question sur l'Asie. Je rebondis à ce que Timothée vient de dire. C'est pas seulement qu'il y a un coût et que l'économie sociale et solidaire revienne. Pour moi, ce qui est très, très important à souligner, c'est que la société civile qui était à la base de l'ESS ils ont tenu leur force, leur présence, leurs engagements. Donc, quand ce nouveau gouvernement vient d'arriver, ils étaient préparés pour passer ces lois. C'est très important. L'économie sociale solidaire est ancrée dans la société civile, dans les organisations, des associations, des initiatives territoriales. On va revenir en Europe avec Rafael Chavez Avila et en particulier en Espagne. On dit beaucoup que l'Espagne est la nouvelle locomotive européenne de l'économie sociale et solidaire. Bravo pour ça. Dommage pour la France qui a perdu son rang parce que 10 années sont passées depuis la loi ESS 2014 et on n'a pas forcément fait tout ce qu'il fallait pour bien développer l'ESS chez nous, mais bravo à l'Espagne. Dites-nous quelles sont les tendances les plus prometteuses du moment en Espagne pour le développement de l'économie sociale et solidaire. Bon, d'abord, il faut commencer parce que la loi d'économie sociale espagnole, c'est du 2011. Donc, c'était la première loi européenne. Vous voulez dire que vous étiez locomotive avant nous ? Nous n'avons jamais été locomotive.
Vous avez été précurseur en tous les cas. Bon, mais réellement, durant les années de 2011-2014, nous, on a subi les politiques d'austérité européennes et donc on n'a pas pu réellement l'appliquer jusqu'au début 2014, etc. Mais au moment de la crise de la dette dans la zone euro, c'est ça? Exactement. Ouais. Alors, 2014, avec un gouvernement conservateur, ça commence la première stratégie d'économie sociale qui se amplifie avec le gouvernement socialiste en coalition et on est maintenant dans notre seconde stratégie. Et aussi avec la crise qu'il y a eu de la Covid et le nouveau fonds de Next Generation, c'est l'unique pays européen où il y a un plan national de reconstruction où il y a un aspect, seulement un PERTE, on l'appelle en Espagne, dédié à l'économie sociale en Europe avec beaucoup de fonds. Mais il y a aussi notre ministère, c'est un ministère de travail et d'économie sociale. Madame Yolanda Díaz, qui est très active au niveau international, par exemple, pour promouvoir des différentes initiatives. C'est vice-ministre et vice-présidente et ministre d'économie sociale. On a un commissionnat interministériel en économie sociale, une secrétaire d'État à l'économie sociale, c'est-à-dire une institutionnalisation très puissante des deux grands partis qui sont maintenant au gouvernement. Mais des gouvernements de droite aussi. Ça fait un effet structurant depuis le niveau national, avec aussi une plateforme d'économie sociale qui s'appelle le CEPES. Et il y a un effet structurant dans toutes les régions, du couleur que ce soit. Plus à gauche et plus à droite, où sont en train de se développer des stratégies, même des lois d'économie sociale, et on essaye de les agréger les unes et l'autre. Donc, ils sont en train de développer même des écosystèmes entre gouvernement, le secteur de l'économie sociale, la société civile et aussi le monde académique. Et on a eu très récemment, on a un fort réseau, notre section du Syriac Espagne, elle intègre près de 500 chercheurs qui sont très actifs aussi au niveau politique et au niveau des secteurs en faisant des transferts, etc. Et notre même loi au niveau national des universités, qui s'était modifiée en 2023, elle explicite qu'une des fonctions de l'économie des universités, c'est de développer l'économie sociale. Et justement, hier, le décret du ministère de Sciences, dans son décret, elle reconnaît l'économie sociale et coopérative comme une des aires de connaissance dans le pays. Je crois que c'est la première fois qu'il y a quelque chose en Europe. Alors c'est important de le dire et on va rester sur l'Europe. C'est important de le dire parce que évidemment dans les universités on s'adresse aux jeunes. Alors je voudrais qu'on se tourne vers Nelly Fessot qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Nelly. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes la directrice de l'agence Erasmus+ France, éducation, formation. Vous êtes basée à Bordeaux, donc vous êtes là à double titre en réalité. Et il se trouve que vous financez avec Erasmus+ des projets qui sont portés par des acteurs de l'ESS qui se déplacent en Europe pour se comparer, pour améliorer leurs pratiques. Et je voudrais que vous nous disiez comment le programme Erasmus+, finalement, permet de développer des projets d'innovation sociale en Europe. Comment vous faites ça ? Alors effectivement, je viens en voisine, puisque l'Agence nationale Erasmus+ pour l'éducation et la formation est basée à Bordeaux, comme vous l'avez souligné. Et puis effectivement, en plus, très intéressée par l'économie sociale et solidaire, puisque à deux points de vue. D'abord parce que un des secteurs est pour nous dédié à l'éducation des adultes, et on le sait assez peu, c'est-à-dire que nous sommes évidemment sur la mobilité des étudiants, et ça tout le monde le sait, depuis 1987. Et depuis 2014, nous avons 3 autres secteurs que nous finançons, le secteur scolaire, l'enseignement et la formation professionnelle et l'éducation des adultes, avec une très forte montée en charge sur ce secteur-là, puisque pour l'appel à projets que nous lançons actuellement... Que vous lancez maintenant, là. Voilà, oui, oui. maintenant, nous 2026. avons... Voilà, 2026, nous atteignons les 21 millions d'euros dédiés à ce secteur. Donc là, tous les acteurs de l'ESS qui cherchent des budgets, ils peuvent regarder ce
qui se passe au niveau européen, parce que c'est chez vous qu'ils vont trouver des budgets complémentaires pour mener des actions. Exactement. Et puis, au-delà de cet aspect budgétaire, eh bien, cela rejoint aussi les priorités du programme Erasmus+, notamment, évidemment, en particulier l'inclusion sociale. Et donc voilà, plein de raisons pour être ici présente. Et puis aussi la joie, les plaisirs d'échanger avec des porteurs de projets, puisque j'ai retrouvé certains porteurs de projets qui sont déjà sur investis. Le forum ici. Exactement, et notamment, je les vois d'ici, Tapage, le travail alternatif payé à la journée pour les jeunes de 16 à 25 ans, et ce qui permet d'accompagner les jeunes dans un retour à l'emploi avant d'avoir d'autres aides. Alors Nelly, il y a un sujet qui passionne les acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est celui de la gouvernance. Comment est-ce qu'on dirige dans une structure? Qui dirige? Comment on trouve ces dirigeants? Et est-ce qu'il y a dans les projets que vous avez soutenus ou que vous menez un projet qui interroge les modèles de gouvernance dans l'ESS à l'échelle européenne? Est-ce qu'on peut se comparer à d'autres pays? Alors oui, on travaille beaucoup aussi au sein de l'agence Erasmus+, sur l'égalité femmes-hommes. Et donc, je pense qu'il y a un projet en particulier sur les instances de l'ESS qui concerne ce sujet-là, qui est le projet CAPS que nous finançons et qui permet d'échanger sur l'égalité des femmes et des hommes dans l'économie sociale et solidaire, parce qu'on voit que les femmes sont très présentes à près de 70%, mais sur les instances dirigeantes, un peu moins. Donc on retrouve un peu les mêmes biais que dans l'économie hors économie sociale et solidaire. Et donc c'est tout un réseau qui s'est mis en place financé par Erasmus+, entre la France, la Belgique et l'Espagne qui se sont rencontrés, qui ont travaillé sur ce sujet-là pour mettre en avant la place des femmes dans les instances. Merci Nelly Fesseau pour votre passage sur ce plateau radio. Si on veut en savoir plus sur l'agence Erasmus+, si on veut se renseigner, vous avez un stand sur la Salon, où est-ce qu'on vous trouve? Tout à fait. Alors d'abord, nous sommes à Bordeaux, donc on est à côté de la gare, à Belsier exactement, mais nous sommes ici sur le stand A24, donc notez bien A24. Les équipes de l'agence sont présentes et sont là pour vous accompagner, futurs porteurs de projets dans l'économie sociale et solidaire. Merci Nelly Fesseau. Alors on approche de la fin de cette émission et on va réélargir notre regard sur l'économie sociale et solidaire mondiale avec Aude Saldana qui nous a rejoint. Elle est secrétaire générale du G7. Bonjour Aude. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors moi je voudrais vous poser une question plus globalisante, j'ai envie de dire. Vous êtes en lien avec les grandes villes du réseau du G7. Quelle convergence est-ce que vous voyez émerger entre ces différents territoires, entre ces grandes villes, entre ces métropoles aussi? Je vais d'abord parler de la jeunesse parce que Madame Nelly, j'aimerais bien aussi dire que grâce à vous, on a pu financer Erasmus+, la venue de 10 de jeunes européens, 70 jeunes européens qui viennent de 10 pays différents pour participer au forum. Et donc l'engagement de la jeunesse aussi, c'est question de ces liens interculturels et aussi de l'engagement et soutenir l'engagement des jeunes. Et ça pour nous, ça a été très, très intéressant et c'était le premier financement que le G7 avait pour son pôle jeunesse. Et pour nous, c'est vraiment des sources de financement très importantes. On a d'ailleurs à ce titre... C'est vrai que ça fait des années que vous travaillez sur la place des jeunes dans ce G7 à Bordeaux. Il y a un pôle spécial. Vous pouvez nous dire où ils sont les jeunes? Qu'est-ce qu'ils font? Parce que vous voulez qu'ils soient partie prenante en fait. Exactement. Et le forum va se terminer notamment avec une déclaration internationale des jeunes où la question de la mobilité aussi a été importante et soulignée. Donc c'était un point important que je voulais souligner. Sur le pôle jeunesse, effectivement, donc le G7 porte cette co-organisation tous les 2 ans d'un forum mondial. Et le dernier a été organisé à Dakar en mai 2023, mais il avait été précédé d'un pré-forum de 2 jours sur la jeunesse. Et effectivement, la déclaration de la jeunesse d'il y a 2 ans demandait au G7 aussi d'institutionnaliser la place des jeunes. Donc la réforme des statuts, on va parler demain on aura l'AG du G7 et on a une réforme des statuts à faire voter, mais on y reconnaît et on institutionnalise la place de notre pôle jeunesse et sa place aussi dans la gouvernance du G7. Donc avec une place garantie aussi
aussi dans nos instances de direction, de gouvernance et de décision. Et cette place est fondamentale. Voilà. Merci de le souligner. On parle souvent à la place des jeunes, mais il faut bien les inclure dans l'ensemble de nos débats et nos discussions. Et si je reviens sur la question du réseau des grandes villes et puis finalement de ce regard mondial sur l'économie sociale et solidaire, qu'est-ce que vous voyez émerger? Est-ce que ça change la façon de penser l'économie sociale au niveau local que de savoir qu'on est dans un réseau international finalement? Alors effectivement, le GCEF a été créé notamment avec le soutien crucial de Marguerite Mendel ici présente et à l'initiative vraiment de la ville de Séoul et de la ville de Montréal qui en 2013 dans l'écosystème international de l'ESS, la place des villes et des gouvernements locaux était peu représentée comme un acteur crucial vraiment dans cet écosystème ESS international. Il y avait des grands réseaux internationaux de l'ESS qui étaient très importants, qui font mouvement depuis des décennies, tels que le RIPES, tels que ESS Forum International. Mais le GCEF est venu montrer aussi que l'ESS est perçu, conçu avant tout comme une économie du local qui doit permettre ce lien plus facile à l'échelle d'un territoire et d'un gouvernement local pour faire co-construire et participer et trouver une place à ces citoyens, aux habitants, pour définir leurs besoins en fonction de leurs capacités, de leurs ressources d'un territoire, et aussi d'être en capacité de co-construire ces politiques publiques avec les gouvernements locaux. Et donc, dans le GCEF a grossi, donc maintenant on a sur à peu près 100 membres, on a un tiers de grandes villes et de villes moyennes aussi, mais aussi des communes rurales. On a des villes en tant que la ville de Montréal toujours, la ville de Séoul, la ville de Bordeaux, la ville de Dakar. Mais on a également des réseaux de collectivités territoriales, tels que le RTES, on le connaît en France. Mais on a des réseaux de collectivités territoriales partout dans le monde. On a le réseau des maires camerounais engagés dans l'ESS, le réseau des maires coréens engagés dans l'ESS. Et pour nous, effectivement, c'est une convergence. C'est comment, face à des défis souvent communs, on parle effectivement de la place de la jeunesse dans les villes, de l'accès à l'eau, de l'accès aux besoins dignes et d'avoir une vie digne en ville. Mais c'est la crise du logement, c'est la crise de l'accès à l'eau. Enfin, on pourrait avoir... Donc, effectivement, sur les grands enjeux, les grands défis, les villes ont un besoin d'échanger pour trouver ensemble des solutions, échanger autour de solutions. Et c'est le rôle aussi du GCEF, de valoriser vraiment les expériences, les politiques menées, les bonnes pratiques menées d'un territoire à un autre pour justement construire avec la société civile à l'échelle d'un territoire et des politiques publiques favorables au développement de l'ESS. Merci beaucoup, Aude Saldana, pour ce regard particulièrement pertinent sur l'économie sociale et solidaire. Et bravo pour tout ce que vous avez organisé à Bordeaux. On va terminer cette émission avec le point de vue de Timothée Duverger. Timothée, vous êtes responsable de la chaire Territoire de l'ESS de Sciences Po Bordeaux. Vous travaillez sur l'histoire et les dynamiques de l'économie sociale et solidaire. Comment est-ce que ce mouvement s'est mondialisé pour arriver à ce qu'il est aujourd'hui, tiraillé entre les idéaux communs et les réalités nationales? D'abord, effectivement, il y a des singularités nationales où fondamentalement, en fait, l'économie sociale et solidaire, elle a émergé partout en même temps, en réalité, mais sous des formes extrêmement diverses, en fait. C'est ce qu'on a pu voir, je pense, au cours de tous ces échanges. Après, il n'empêche qu'il y a eu des transferts culturels, notamment parce qu'il y a eu l'expansion du capitalisme, l'expansion des systèmes de protection sociale qui venaient le contrebalancer et qui nécessairement ont structuré les choses et ont fait converger aussi les modèles avec des transferts, des circulations culturelles aussi importantes. Il y a eu des phases de mondialisation, en particulier à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. C'est pas un hasard, c'est là où les choses commencent à se structurer, y compris que les statuts juridiques, notamment de l'économie sociale, apparaissent. C'est un moment de la mondialisation. Deuxième mondialisation, dans les années 2000, évidemment, c'est là aussi que la nouvelle reconnaissance de l'économie sociale et solidaire, en tant qu'ensemble finalement fédéré, apparaît également de la même façon. Donc ça veut dire qu'il y a à la fois, il y a toujours une tension en fait en réalité entre le local et le global, mais qui dépend vraiment des recompositions permanentes au fond au niveau économique mondial en fait. Et l'économie sociale et solidaire suit le mouvement de ce point de vue. Voilà, parce pourquoi elle suit le mouvement ? C'est plus exactement qu'elle est un contre-mouvement permanent. Et c'est ça qu'il faut retenir, je pense, de ces dynamiques-là. C'est-à-dire qu'il y a des dynamiques de libéralisation d'un côté et de l'autre, effectivement, toujours
toujours, il y a des ripostes en fait, solidaires, coopératives qui se montent et qui offrent un ensemble d'alternatives. Et je pense que, pour conclure là-dessus, le défi qui est devant nous, me semble-t-il, au moment de la structuration où nous sommes, ça y est, on a des lois, on a une reconnaissance institutionnelle. Donc la question, c'est comment on arrive à faire véritablement mouvement maintenant. Alors il y a des bases, il y a des esquisses. Le GCF en est une parfaite illustration à ce titre. On le voit aujourd'hui, il y a une dynamique assez incroyable et qui vraiment est inédite. Donc ça montre bien que ça y est, il y a une fenêtre qui s'ouvre et le moment est opportun. C'est le kairos, disaient les Grecs, finalement, le moment opportun, il y a une brèche, c'est le moment de rentrer finalement et de se dire est-ce que c'est pas le moment de monter une nouvelle internationale, mais de l'ESS cette fois, c'est Proudhon, c'est la victoire de Proudhon sur Marx, et je pense que en tout cas il y a quelque chose de cet ordre, me semble-t-il, qu'il est nécessaire en tout cas de mettre en place. Mais Timothée Duverger, dans le contexte politique terriblement difficile de ce moment, de ce kairos-là, comment vous faites pour être si optimiste? Ça fait du bien. Parce que de toute façon, il n'y a de victoire que s'il y a lutte. Donc, à un moment donné, le sujet, c'est... vous savez, on n'a jamais perdu un combat que si on ne le mène pas. Et donc, c'est ça la véritable leçon politique et la leçon historique, à vrai dire. Et vous savez, on peut vivre des temps très rudes. On en a vécu dans notre histoire. La France est traversée de ça en permanence et on pourrait le prendre pour tous les pays. C'est comme ça. Vous savez, l'histoire est tragique fondamentalement. Mais il y a toujours un espoir, il y a toujours une lueur finalement qui s'allume et ça renaît toujours. Voilà. C'est un phénix permanent et c'est sans doute le cas de l'ESS également. Le mot de la fin pour Margie Mendel, parce que vous avez compris que sans elle, nous ne serions pas ici aujourd'hui, Margie. C'est vrai. Non, mais je vais continuer dans le même sens que Timothée. On peut citer Leonard Cohen. Leonard Cohen, avec mon bon accent français. Oui, Leonard Cohen. Merci. There is a crack in everything. That's how the light gets in. C'est des interstices et c'est comme ça que la lumière puisse rentrer. Il y a toujours une lueur d'espoir quelque part. Merci beaucoup, Margie Mendel. Merci à tous et à toutes pour vos interventions sur ce plateau, pour vos regards très instructifs sur l'économie sociale et solidaire mondiale, pour vos témoignages précieux ici à Bordeaux, carrefour mondial de l'économie sociale et solidaire pendant 3 jours, où on voit bien que l'avenir de l'économie mondiale se joue évidemment dans le dialogue entre les continents. Si cette émission vous a plu, vous le dites sur les réseaux sociaux, vous vous abonnez à mediatico.fr, ça nous aidera évidemment à mener notre mission de médias d'information sur l'économie sociale et solidaire. Et on vous dit à très bientôt sur Mediatico pour d'autres émissions. Merci.